Enfin, dans l'enfant grand, eh bien voilà cet homme qui est sur votre écran, Benjamin, l'homme accusé par Moscou d'avoir organisé les attaques du Crocus à Moscou il y a une semaine. Et cet homme, eh bien, c'est Kirill Boudanov, le chef du renseignement ukrainien, qui répond pour la première fois ce matin et donne sa version, une version qui met clairement en cause, en fait, la Russie elle-même. Oui, il était accusé d'être un cerveau par le FSB. Il n'avait pas encore pris la parole pour répondre à l'accusation. Alors évidemment, ça c'est sans surprise. Il dit qu'il n'approuve pas les actes terroristes, qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Mais surtout, il apporte ses informations à lui et il indique que selon lui, la Russie avait beaucoup d'informations sur ce qui allait se passer. Voilà ce qu'il dit. Au moins depuis le 15 février, donc ça fait quand même plus d'un mois, la Russie était au courant de la préparation. Et je peux même vous dire que cette information est venue de leur département de renseignement en Syrie. Et cela a été ensuite transmis à Moscou. Donc si vous refaites un peu la chronologie, ça veut dire que un mois avant, ils auraient eu l'information. Ça veut dire qu'au moment où les Américains les avertissent d'un risque potentiel, 7-8 mars, ils étaient eux-mêmes déjà au courant que quelque chose se trame, si l'on en croit le renseignement ukrainien. Alors, il développe ensuite deux théories pour expliquer ce laxisme russe qu'il prétend. Il y a plusieurs options. La première, c'est la lutte de pouvoir, comme ils le font souvent pour faire tomber certains officiels. Et puis, il y a une autre option, celle d'un laxisme mal maîtrisé. L'autre option, c'est qu'ils ont sous-estimé l'ampleur de ce qui s'est passé. Ils pensaient que ce serait plus local et ils voulaient accuser l'Ukraine. Bref, vous aurez compris que Boudanov, lui, sa thèse, c'est le laxisme russe volontaire. Bon, alors évidemment, là, c'est propagande contre propagande, mais néanmoins, c'est vrai qu'une semaine après cet attentat, il y a des zones d'ombre et des images qui demeurent complètement inexpliquées. Oui, aujourd'hui encore, je ne peux pas vous expliquer, par exemple, cette image-ci. On est au moment de l'attaque. En fait, vous avez les premières personnes qui fuient, on entend les coups de feu dans cette vidéo, et vous avez ici cet agent de sécurité avec un chien qui ne prend pas du tout la direction de la salle où se jouent les tirs et qui reste immobile, qui reste calme et qui continue sa ronde comme si de rien n'était. Alors là, on est dans de l'interprétation de l'image encore, mais il y a quelque chose par contre qui est beaucoup plus factuel, ce sont les horaires et la chronologie de la soirée. Ce sont même les autorités qui l'ont communiqué à l'agence TASS. Les terroristes arrivent avec leur véhicule à 19h45. Ils commencent à tirer une dizaine de minutes plus tard et ils repartent à 20h11. Et maintenant, regardez l'arrivée des forces de sécurité d'intervention rapide. 21h06, l'arrivée sur place. Donc on est déjà 50 minutes après le départ des terroristes, plus d'une heure après les premiers tirs. Et l'intervention en elle-même, selon la presse russe, interviendra même à 21h39. Soit 2 heures quasiment. Ouais, ça fait une heure et demie après les premiers tirs. Donc là, c'est vrai que ça interpelle beaucoup. Et ça interpelle d'autant plus que si vous prenez une carte de la zone, vous allez voir qu'autour du Crocus, déjà, premier élément, ici, il y a un poste de police. Un poste de police qui, de toute évidence, n'a pas été mis à contribution. Est-ce qu'il y avait du monde à l'intérieur? C'est la première question. D'autant plus surprenant qu'à 3,9 km au sud, vous avez une caserne de la Garde nationale. Garde nationale, je vous la montre, c'est à 10 minutes de voiture. On a fait le calcul sur Google Maps. Visiblement, ce n'est pas cette caserne-là qui a été sollicitée pour intervenir. Donc là encore, ça pose des questions. Et puis la question de l'infrastructure en elle-même. Je vais vous citer le témoignage de ce spectateur du concert qui était sur place. Il s'exprime à une télé moscovite. Il dit « Au premier étage, les portes étaient bloquées. De la fumée s'est formée là-bas et les gens ne pouvaient pas quitter le bâtiment. C'est pourquoi nous avons défoncé les portes et sommes allés de l'avant. » Autrement dit, il y avait des sorties de secours qui, toute évidence, n'étaient pas accessibles. Là encore, on peut se poser, il y a toujours ce dilemme. Est-ce que c'est de l'incapacité, une faillite de sécurité? Est-ce qu'il y a un laxisme qui a été volontaire? Impossible de trancher à l'instant où l'on se parle. Et presque 15 jours après, il y a toujours aussi une interrogation sur le parcours des terroristes qui interpelle. Donc. Oui, toujours. Regardez ça, c'est leur voiture. Ils se gardent juste devant. Ils se garent juste devant, dans cette fameuse Renault, juste devant le complexe. Ce qui interpelle, c'est quand même déjà qu'ils ont quand même réussi à entrer jusqu'à l'auditorium où se joue le concert. Ça, je vais vous montrer la simulation de la télévision russe qui nous montre quand même qu'ils ont dû parcourir. Alors là, ils parcourent une 50aine de mètres, mais qu'après, à l'intérieur du complexe, il faut quand même parcourir une certaine distance. J'ai fait le calcul, vous avez au moins 250 mètres pour arriver jusqu'ici. Donc ils ont fait quand même à l'intérieur 250 mètres sans être inquiétés et pouvoir mener après leur attaque. La deuxième question, c'est la question de la fuite. Ils utilisent
le même véhicule du début à la fin. Alors, certains experts s'interrogent s'ils voulaient fuir, pourquoi ils n'ont pas changé de véhicule. Ce véhicule, on le retrouve ici, vous voyez, la plaque T668, et on le retrouve jusqu'à Briansk où ils sont arrêtés, T668. Ils n'ont jamais changé de véhicule. Et puis évidemment, la question qui surplombe tout ça, c'est comment ont-ils pu faire 380 km jusqu'à la région de Briansk. Surtout que j'ai mis là, vous voyez là, ils sont repérés par les caméras. Et en fait, ils sont repérés, il est 21h, donc c'est à peu près 1 heure après les faits. Ils sont à 140 au lieu de 90 dans la région de Moscou. Il reste encore 300 km à faire. Ils vont pouvoir les faire. Là encore, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas été arrêtés avant parce qu'il y a eu un choix de laxisme, ou est-ce qu'il y avait tout simplement une incapacité des services russes à pouvoir le faire? C'est évidemment sur ce flou que surfe ce matin Kirilo Boudanov, l'Ukrainien.